Top 10 all time. C'est lundi. This is Monday. Oui, monsieur. Eh oui, c'est le début de la semaine. C'est le meilleur jour de la semaine. Bien évidemment, on rappelle que voilà. On est tous contents d'être lundi. Le week-end est enfin terminé. Nous allons enfin pouvoir profiter. Yes, sir. On s'installe tranquillement. Comment ça va, Alex? Bah nickel, comme un lundi. Comme un lundi, évidemment. Vous le savez, c'est le best day of the week le lundi. On espère que vous avez passé un super week-end et en effet, c'est enfin derrière nous, donc on va pouvoir démarrer les choses sérieuses. Une nouvelle semaine avec Trash Talk, un nouveau Top 10 All Time. Sur cette saison 2021-22, c'est le grand retour des Top 10 All Time. On en a déjà fait quelques-uns. Il y a eu des sacrés thèmes qui ont été abordés. Meneurs, updatés. Internationaux, updatés. Du beau jeu. Le beau jeu, nouveauté. Les armoires à glace. Et ouais, les soldats de l'ombre, nouveauté également. Exactement, vous pouvez vous faire tous ces top 10 all-time en replay, ils sont sur la chaîne, vous êtes nombreux à nous envoyer plein de messages et on vous fait plein de bisous pour vous remercier. Évidemment, tous les Lyonnais, Lyonnaises, Parisiens, Parisiennes qu'on a pu croiser aussi, on vous fait la bise. Si on n'est pas de bêtises, d'ici quelques jours, on pourrait être dans une cité nancéenne, si on fait pas trop les... Ouais, il se pourrait si on fait pas trop les gueudins. Que nous passions. C'est ça. Par la place Stanislas et la Fnac de Nancy. Exactement, surveillez les réseaux de Trash Talk, tout ça, vous aurez toutes les infos. Vous le savez, comme l'a dit Alex plusieurs fois sur cette saison 2021-22, on a des top 10 all-time avec soit des thèmes nouveaux, soit des thèmes remasterisés. Cette fois, Alex, on a mis tout de suite le ton sur la table, il y a du tank, il y a des chars d'assaut. Qu'est-ce qui se passe? On fait quoi comme thème aujourd'hui? On fait les pires équipes de l'histoire, les pires équipes all-time de NBA. Donc on dit bien équipe, pas franchise. C'est-à-dire équipe, c'est-à-dire une équipe, par exemple, ce sont au hasard pur, je dis n'importe quoi, les Warriors 92-93, par exemple, j'en sais rien, je les ai pas en tête. Hein. C'est juste pour vous dire, c'est une équipe, c'est ça. Un nom de franchise avec un nom de saison, c'est une équipe. Les Cavs 2010-2011, parce que peut-être ils avaient perdu quelqu'un c'est ça. Juste avant ou des trucs comme ça. Et donc, voilà. Forcément, pour vous donner un peu une idée par rapport à l'actualité, les Rockets de 2021-22, on verra où est-ce qu'ils seront casés. On est en train de se rapprocher de bases très intéressantes avec Monsieur Silas et tous ses copains. Et donc, on sort un petit peu des thèmes habituels. On avait fait beaucoup de joueurs. Alex, là, on va parler d'équipe, donc ce sera l'occasion. On va parler de joueurs aussi, mais oui, ça va être dans la globalité d'équipe. Ouais. C'est ça. Et donc, avant de faire les thèmes, avant de faire tout, vous connaissez les classiques. On va vous demander ce que vous mangez, ce que Alex et Léonce aussi vont manger. On va rappeler les mentions honorables et tous les membres de ce top 10. Avant ça, je rappelle le petit point promo. Le petit point promo avec nos amis de basketball de chez Tarmac, de chez Decathlon. Tout à fait. Sur cette saison 2021-22, tous les top 10 all-time sont brought to you by Tarmac. Et comme je le fais souvent dans le micro, Tarmac. On aura l'occasion évidemment Tarmac, de vous rappeler. Marque française. Tout à fait, marque française. Marque française qui fait des produits NBA en partenariat avec la NBA. Tarmac. Et que si vous êtes fan des Rockets, bah vous pouvez avoir des chaussures Tarmac à l'effigie des Rockets. Et exactement. Oui, si vous êtes fan des Rockets. C'est-à-dire qu'en ce moment, cette phrase, il faut la tenir. Il faut la tenir sans trembler. Bonjour Decathlon, je voudrais acheter les chaussures Tarmac à l'effigie des Rockets. Tu sais que c'est une phrase, ils doivent pas l'entendre souvent en magasin. Non, ou c'est moi? Désolé, on a trop de stock. Prenez-les, prenez-les, de acheter 8 offerts. Non, bien évidemment, vous pouvez aller dans la Distro. Ça marche aussi pour les petites franchises, comme les Lakers, les Warriors. On attend les Hawks et les Suns. Tout à fait, comme je le disais Alex à l'instant, vous pouvez aller dans la Distro pour voir toute la collection. N'hésitez pas à y aller. Au-delà de nos punchlines, il y a bien évidemment du bon matos et donc la bise à nos potos de Tarmac. Évidemment, ce running gag va durer 2 ans et demi. On est bon, on a fait donc le petit point promo. C'est ça, voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait, on doit tout de suite expliquer ce qui se passe. Tu le disais à l'instant Alex, on va parler des pires équipes NBA de tous les temps. Donc sur une saison, on fait pas une période, on fait une saison. Donc telle équipe de telle année, c'était à chier. Donc retroussez-vous les manches parce que là on va aller dans les profondeurs abyssales de l'histoire de la NBA. Ah oui. Hein, pas de l'histoire de l'humanité. J'ai fait un peu de recherche et j'ai trouvé quelques pages. Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai que c'était bien nul. C'était lui le franchise player. Ah ouais. Oh la violence. Et donc on en vient, Alex, forcément aux critères, parce que certains se disent comment on se base sur quoi. On a, pour commencer, évidemment, le bilan. Ouais, bilan de merde. Ça, c'est sûr que les équipes qui ont gagné 38 victoires et qui ont gagné 44 fois, même si ça a joué mal, c'est pas une des pires équipes de l'histoire. Tout à fait. Il y a aussi le ressenti, c'est-à-dire il y a à la fois les statistiques, donc on voit le bilan, on voit le rating de l'attaque, le rating de la défense, l'écart entre le nombre de points que tu mets et le nombre de points que tu encaisses, parce que la différence peut être très belle certains soirs. Mais on a aussi l'impression visuelle, c'est-à-dire je me souviens à quel point cette équipe était nulle à chier. Je l'ai regardé et c'était imblairable. Ouais, il y a ça. Il y a aussi des facteurs de ce que j'appellerais les facteurs de hors terrain, mais de gestion. C'est-à-dire, c'est vrai que tout de suite, quand il y a 2, voire 3 coachs dans la même saison, je préviens, on va beaucoup rire. Tu vois, tout de suite, tu dis, tiens. Et quand, par exemple, moi, je suis là et je fais, je sais pas qui c'était lui. Lui non plus, dis non. Merde, alors il y a 3 coachs, je les connais pas, dis donc. Tu vois, genre ça, tu fais, ouh là, on tient quelque chose là. Fais voir le bilan. Dis donc. Ah, ça match. Ouais. C'est marrant. Donc ça compte aussi. Tous ces joueurs n'ont fait que 1 an de carrière en NBA. Tiens, c'est excellent, voilà, ça. C'est ça, exactement. Genre, dis donc, ah oui, c'est vrai, tu te souviens de lui, et de lui, et de lui. Tu vois, ils jouaient ensemble. Wow. ça va être beau. Ouais. Comme tu le dis, c'est important, c'est aussi le contexte en dehors du terrain, c'est-à-dire, tiens, en effet, un coach ou plusieurs general managers, ou même baston, prise de substance, toutes ces bonnes choses qu'on aime bien. C'est lorsqu'on est dans une saison où en fait c'est absolument n'importe quoi. Vous êtes nombreux à apprécier une franchise particulière. Il y a forcément dans l'histoire de votre franchise, pour tous les bouts là. Il y a forcément dans l'histoire de votre franchise une saison qui a été nulle, mais nulle. Même les équipes, Alex, les plus titrées de l'histoire de la NBA, lorsqu'on revient sur certaines équipes des Celtics ou des Lakers, oh putain, ça tire la gueule. Souvenez-vous des Lakers d'entre deux là, dans les années 2010 où on se demandait c'était quoi le 5 majeur, entre tous les garçons qu'il pouvait y avoir, ou les Lakers Celtics. de Mike D'Antoni là. Ouais, mais à la limite, les Terrazalos. Il n'y a pas un 17 win ou sur la fin de Kobe là. Il n'y a pas un. Un 17 victoires là. Enfin, un truc bien pas beau là. Il y a eu des entre-deux qui étaient vraiment dégueulasses. Évidemment, pour les Celtics des années 90, la fin des années 90, c'était pas Jojo non plus. Non. Donc, ça ne veut pas dire que votre franchise a remporté plein de titres, donc elle est out de cette vidéo. Non, il y a de bonnes chances pour qu'elle soit mentionnée. Est-ce que ce sera une mention honorable ou dans le top 10, on verra. Alex, il y a quoi d'autre comme éléments là qui te sont venus à l'esprit lorsque tu as fait ce classement? Non, je te dis, qu'est-ce que j'ai dit? Donc les joueurs, les coachs, les GM, évidemment le côté statistique, les souvenirs qu'on en a. Non, j'ai l'impression qu'on a plutôt bien fait le tour. J'ai essayé aussi, spoiler. Je n'ai pas de doublé de franchise dans mon top 10. J'ai essayé un peu de répartir les choses. Wow. J'ai pas de franchise représentée dans 2 années. Moi, j'aurais pu, mais j'ai préféré du coup privilégier d'autres équipes. Oui. Parce que je trouve que presque dans toutes les franchises, tu peux trouver du. Je comprends. J'ai évité aussi, par exemple, genre les années, tu sais, les franchises d'expansion. Bon, oui, les Wolves en, 89, oui, c'est crado, mais bon, ils viennent d'arriver. Non, quand tu viens d'arriver, tu vois, donc ça, j'ai un peu évité, parce que je me suis dit quand même, par rapport à eux qui étaient là depuis 12 ans, tu vois. Et qui étaient installés profond. Voilà. Bien tu sûr, vois, je trouvais ça moins. Tu vois, c'est ce genre de petits critères en plus que je me suis rajouté, mais bon. Je vois. Après, mais c'est très bien, on va se compléter, parce que moi, il y a justement des équipes qui sont en début d'expansion qui viennent d'arriver. Bon, leur première saison, elle est rarement bien. Moi, je me permets. Ouais. En tout cas, ça rentre dans le classement, mais je me permets. Mais c'est bien, parce qu'on va du coup se compléter avec différentes franchises qui vont être représentées. Alex, on essaye aussi parfois d'avoir des saisons qui sont complètes, 82 matchs, ou peut-être un peu moins, parce qu'il y en a qui... Spoiler, dans les saisons de lockout, je suis sans pitié, moi. Moi aussi. Le pourcentage, c'est le pourcentage. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a un moment donné où... T'as remporté 10% de tes matchs, t'es baisé, c'est sûr. T'es là, hein. C'est sûr. Non. Donc on doit prendre absolument tout en considération, et puis, je rappelle que ce n'est pas une ère, c'est pas vraiment une période, donc... spoiler, on va voir. Justement, certains disent tout de suite trop bien les Kings. Les Kings n'ont pas été en playoff pendant 15 ans. Est-ce qu'il y a une équipe des Kings dans ce top 10? Est-ce que les Clippers qui ont été ou les Knicks on va voir. On va voir évidemment ce que ça donne tout ça. On va voir. Et je peux vous garantir qu'on va bien se marrer. Donc préparez-vous et allez faire vos recherches parce que c'est ça aussi qui est le plus important. Alex, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on est bien. Je pense que oui, on a fait pour le moment, on a fait les thèmes, les trucs machin. Je pense qu'on va pouvoir poser la question du peuple. Ouais, allez, on y va. Mais qu'est-ce qu'on mange?
Tiens, c'est une bonne question ça. Qu'est-ce qu'on mange? Moi, je ferais bien, pour changer un petit peu, quoi, tu vois, je ferais bien des aiguillettes de poulet. Au moins en hiver, quoi, un petit plat chaud. Qu'est-ce qu'il y a, Léonce? Avec un petit taille, oui. 2-3 gousses d'ail là que tu coupes en mini morceaux que tu fais revenir dans un petit filet d'huile ou du beurre, c'est selon. Avant de mettre tes aiguillettes de poulet que tu mets bien toute seule sur une poêle chaude, comme ça elle grille bien. Et puis après, bon bah c'est. Patate. Ouais, ça peut, mais je suis très haricots verts ou courgettes, tu vois. Ah ça je veux bien. Voilà, ça me paraît bien. Magnifique. Vu que c'est l'hiver, c'est vrai que c'était une petite purée maison, ça marche bien aussi. Hein, ça peut faire, tout à fait. Léon s'était puré la semaine dernière. Léon, il est sur quoi cette Il est sur boulette de viande italienne, petite sauce tomate, tagliatelle et puis un peu de fromage par-dessus. Bien. Ouais, j'ai envie de ça, oui. Ouais, c'est bien. Magnifique. Je dois forcément rendre hommage à ce running gag que Alex et Léon s'entretiennent depuis tout le temps. Donc je vais me faire un kebab cette semaine. Mais c'est un plat d'hiver. Hein. Tout à fait. C'est un plat d'été aussi. Une assiette. Oui, tout à fait. C'est un plat de printemps et d'automne. L'assiette complète, voilà. Vous faites ce que vous voulez, mais moi en tout cas, ce sera complet avec la sauce andalouse. Avec du blé et des frites. Avec du blé et des frites, tout à fait. Tropicaux évidemment à boire, et puis ensuite vous démerdez. Je sais qu'il y en a plein qui prennent d'autres sauces. On vous laissera évidemment nous les partager. Voilà, il fallait que je respecte un petit peu mon standing, monsieur. Bien sûr. Le billet de 10, hop. Tac. Voilà, tac. Garde la monnaie. Garde la monnaie. On va pouvoir commencer ? Ouais, allez, c'est parti. Oh là là, ça va tanker dans tous les sens. Alex, je vais devoir te donner une tablette avec un effaceur et un stylo, le voici. Nous sommes donc sur le top 10 des pires équipes NBA, 667 MMS OVG équipe pour les plus grands fans de rap. On va devoir, avant de commencer Alex en 10, parler de quelques mentions honorables. Attention, si ça se trouve, on va se spoiler. Donc je lèverai les mains, c'est l'histoire. Ouais, c'est pas facile, hein. Moi, je peux t'en balancer une. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu as mis les Cavs de 2002-2003 ? Non. C'est juste avant l'arrivée d'un certain LeBron James. C'était pas ouf, hein, j'avoue. Peut-être que ça peut expliquer pourquoi LeBron est arrivé, en numéro 1 de la draft. Je rappelle évidemment, bilan complètement haché. Ricky Davis et toute la clique. On n'a pas besoin, Ricky Davis et Darius Miles, on n'a pas besoin de LeBron qui peut-être essaiera de s'intégrer dans l'effectif. Je rappelle que c'était les propos tenus par les garçons avant qu'il arrive. Donc bonne ambiance de groupe. J'ai pas rentré, mais je sais pas si toi ça va te spoiler ou quoi. J'ai pas rentré là les équipes des Grizzlies là de la fin des années des 90s là où ça passe pas les 20% de win là. Je les ai pas rentrées. Bon, elles sont dégueulasses, mais comme je l'ai dit. Ils viennent d'arriver, ils sont chez les grands, là, tout d'un coup, tout est compliqué. Donc, je les ai pas rentrés. Voilà, bon, maintenant, voilà. Peut-être que ce sera développé. Est-ce que, Alex, il y a des équipes, j'ai envie de faire un running gag sur les Cavs des années Stepien dans les années 80, est-ce que tu en as ou pas ? Non, très bien. Je les ai pas mis non plus. Pour ceux qui ne connaissent pas les années Stepien, c'est notamment l'ancien Dirlo des Cavs qui aimait juste bazarder toute son équipe pour récupérer du tour de draft, mais malheureusement, c'est devenu une règle pour ne pas avoir des années consécutives. Sinon, qu'est-ce qu'on a Bucks 2014 bien nice. Crado là, bien juste crado. avant. C'est juste avant que ça change. Hein. Non, là, moi, j'ai Je l'ai pas mis non plus, mais tu vois, genre, je crois que ça tape pas les 20% non plus de win. Hein. Quand t'es sous les 20% de win, et vous allez voir qu'il y en a, oui. C'est quand même, c'est que ça pue, quoi. Bien sûr. Le hit de 2008 C'est bien dégueu sur le récent. Ah oui, bien sûr, c'est bien dégueu sur le récent. L'enfer. Les Bulls juste après Jordan. Il se pourrait que pas tout à fait juste après, mais presque juste après. Là, ils ont une période là. Il y a de quoi faire. Je savais plus où donner de la tête. J'étais là, T'as fêté l'an 2000 et tu t'es. Alors dis donc les Bulls. Et j'étais genre il y a celle. Il y a celle. Il y a celle-là. Dis donc. Bon je vais les mettre sur 4 ans. Ça sera les Bulls. Wow. Ouais, la fête de l'an 2000. Moi ça va rentrer dans mon top 10. Très très bien. D'autres franchises évidemment qui ont fait des bilans absolument dégueulasses. Moi je sais qu'à Atlanta aussi on a fait des grosses saisons. Phoenix aussi, vous avez fait des belles beautés. Ah oui, il y a de la bonne tranche de loose. Ouais. Et puis vous agrémentez. Surtout récemment là. C'est ça. On a fait les choses bien récemment là. Et agrémenté vraiment d'extra sportifs, c'est-à-dire Richon Holmes, tous les garçons, Michael Beasley, tous les garçons qui font n'importe quoi en dehors des terrains. Qui pètent à la gueule maintenant. Ouais, tout à fait. Non, c'est vraiment en interne et en externe, tout roule comme sur des roulettes. Ouais, tu vois, moi je peux même te la citer parce que je l'ai mise en wildcard.
la saison 2018-2019 des Suns. Ah oui. Je l'ai mise en wildcard en 11e place, on va dire ça comme ça. Je vois. Oui, c'est affreux. C'est affreux. C'est absolument dégueulasse. Il y a des bilans pires dans l'histoire. Ils sont quand même à 23% de victoire. Oui. 19,63. Donc tu vas voir que pendant cette vidéo, tu es d'accord avec moi, il va y avoir un paquet de bilans moins bons que ça. Ah, il va y avoir 2-3 bilans dégueux. Ouais. Mais c'est vrai que tu as la 28e attaque et la 29e défense. Donc ça, c'est une jolie perf. Oui, tout à fait. Tu débauches un coach auquel tout le monde croit, Kokoskov. Voilà, un an. Ça n'aura pas duré jamais longtemps. remis, mec. Tout à fait. Et avec Bledsoe, j'ai pas envie d'être là. Et là, Tyler Johnson. C'est la saison Isaiah Canaan, Josh Jackson, Jamal Crawford, mon pote. Les Cannonballs, hein, bien évidemment. Donc voilà. Sur les Suns, en effet, il y a Trevor Ariza et tout. Oui, pendant l'été, on a fait, c'est bien joué et tout. C'était bien dégueu, tout à fait. Il y a des franchises qui ont réussi à faire aussi des années bien moches. C'est surtout les transitions, en fait. Lorsque tu es passé après une grosse période, souvent, il faut que tu ailles tout en bas. On sait que aussi du côté de Dallas, il y a eu des transitions qui ont été compliquées. L'après-Dirk, nom de Dieu que c'était laid. Ou même l'avant-Dirk. Hein. Mais là, moi, il y a quasi de l'auto-spoil. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme mention honorable? J'ai envie de dire, on va presque rentrer vite dans le top 10 là. Hein. Ouais. Parce que là, j'ai pas trop envie de... Bah non, parce qu'après, moi je pensais aussi, tu t'en parlais tout à l'heure, mais je veux pas te spoiler, mais les Celtics de la fin des années 90 aussi, il y a quelques saisons absolument affreuses. C'est bon, moi ils y sont pas. Moi je les ai pas rentrés dans mon top 10. Ah ouais, mais tu vois, les saisons, genre la draft de Paul Pierce, ça doit être 98. C'est 98. Les 2-3 saisons juste avant, là. Ouais. Celtics 96-97, c'est vraiment horriblissime. Voilà, Tout à fait, sur le jeu et en dehors. Même quelque part, souvenez-vous de la saison de Boston qui précède l'arrivée de KG, Ray Allen et compagnie. C'est horrible. Red Auerbach qui décède, les Celtics qui gagnent très très peu de matchs, Doc Rivers c'est n'importe quoi, Paul Pierce qui en peut plus. Il y a eu des périodes pour Boston aussi qui sont vraiment crado, donc ouais, il y a du dur. On rentre dans le 10 ? Allez, nous sommes donc sur le top 10 des pires équipes NBA all-time. Nous sommes en place numéro 10. Top 10, on ne l'a pas dit, mais bien évidemment sponsorisé par nos potos de la Fédé de la Loose. Exactement, FFL, à qui on fait des bisous bien forts, puisque là c'est vraiment que de la loose. Bon, moi je mets un nom de franchise et une année. Pareil, tout à fait. Les Kings de 2008-2009 et j'ai mis les Nets de 2009-2010. Je sens qu'ils sont beaucoup plus hauts. Oh putain. Ah oui. Ah ouais, ils sont beaucoup plus hauts chez moi. Allez, parle-en un petit peu de nos amis les Kings. J'ai pris celle-ci. Alors, je reprends mes petites notes parce que j'étais quand même assez surpris de constater que parmi toutes les franchises de l'histoire NBA, les Kings font partie des rares équipes qui n'ont pas de saison sous les 20% de win. Ça c'est fort. Mais elles en ont pas beaucoup au-dessus des 50%. Mais il y en a un paquet autour des 20. Mais il n'y en a pas une seule en dessous. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Ah, ça c'est de la régularité. Ouais. Ça, c'est les mecs connaissent leur truc. T'es bon, tu continues. Ils aiment bien le pic 9, le pic 8, le pic 12. Tac. Donc voilà, donc j'ai pris celle-ci parce que c'est statistiquement parlant, là 2008-2009, donc elle intervient 4 ans environ après que les grands Kings se soient un peu éteints, c'est-à-dire que pour moi la saison 2004-2005, allez, il y a la 2005-2006, mais après c'est vraiment terminé. Elle intervient donc dans le cadre d'une descente aux enfers très claire. Statistiquement, c'est vraiment affreux. 17 victoires, 65 défaites, donc on est à 20,5% de win. Classique. Donc on n'est pas en dessous des 20, mais enfin vous avez vu. On est une attaque absolument dégueulasse et on est surtout la pire défense de la ligue cette année-là et de loin. C'est-à-dire que c'est porte ouverte. Et pourtant, il y a pas mal de petits joueurs auxquels, en tout cas à titre perso, moi je croyais bien, je me rappelle, il y en a, on les prenait avec Léonce dans le 2K de l'année. Genre Léonce, ça va te rappeler du Jason Thompson, Spencer Hawes. Hein, tu vois ces mecs-là, il y a Kevin, il y a Kevin Martin. C'est les Kings ce sont les Kings de Kevin Martin. Bon. Avec Kevin Martin, 25 points par match. Tout à fait. Il y a pas Ron Artest dans le bordel? Je crois pas. Il y a John Salmons, il y a Brad Miller, il y a Beno Udrih, il y a Francisco Garcia. Oh, quelle légende. Voilà. Donc tu vois, voilà, il y a que ces gens-là. Au coaching, on a eu d'abord Reggie Theus. Non, pardon, c'est la saison d'avant que. Ouais, que on a Reggie Theus, oui. et qui n'aura fait que 6-18, donc 24 matchs.
qui sera vite remplacé par Kenny Natt, deux coachs qui ont fait des très grandes carrières de coach. De grand entraîneur. Je regarde en Et même tout temps. ça a été dirigé de main de maître par Geoff Petrie, le fameux, bien sûr. très bon joueur de l'époque. Donc là, j'ai trouvé que j'avais quand même un petit alliage, tu vois, C'est très de propre. défense de merde, joueurs qui n'ont pas fait grand-chose, alliés à un bilan dégueulasse, des coachs inconnus et un general manager qui a, bon, voilà quoi. Qui a tout montré. Donc je trouvais que ça méritait bien une 10e place, donc j'ai mis les Kings, puis quand même, merde, le top 10 des Eh ben non, 10 figure-toi. pires équipes, moi je me devais de glisser un petit Kings. Eh bien, figure-toi que moi, il n'y aura pas d'équipe des Kings dans mon top 10 parce qu'ils sont très bons dans la réalité du caca, mais en fait, ils sont suffisamment bons pour ne pas être médiocres. Je trouvais que celle-là, elle Mais marche celle-là, bien. elle est très, Elle très marche belle. bien, celle-là. Tout à fait. Je rajoute évidemment Rashad McCants, qui est en prison, je crois, si je dis pas de bêtises, qui était aussi dans le coin, ou qui a dû... je sais plus, je crois, il y a une histoire d'homicide. Rashad McCants, enfin, ça s'est pas bien passé. Des horreurs. Non, très très beau. Mais fun, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à aller... Oh la vache, quand même. Ah, c'est Oh, fun. c'était horrible. Ah, j'aime bien. Ils défendaient rien. J'aime bien. C'était Je crois que c'est parce que les Kings me font trop kiffer que du coup, Oui, j'arrive pas à les mettre, je me dis genre let's J'avoue. go, 4h du matin, on y va. Il y a plus 10 dans le début du 4ème quart. Donc toi, t'as mis les Nets de 2009-2010 déjà ici, toi. Oui. C'est marrant. Pourquoi tu les as pas mis plus haut alors? Parce qu'ils ont quand même, ils ont quasiment toutes les qualités qu'on demande là. Donc je sens que Alex va les mettre très très haut et il aura l'occasion. Bah, il vient de tourner la page, donc c'est à dire qu'on est dans le top 3. Là, Moi, à titre personnel, si tu veux, les Nets, Vas-y. bon, je fais le profil et tu auras l'occasion évidemment de compléter. Bien sûr. 17 victoires pour 65 défaites. Tu démarres la saison avec 18 défaites consécutives. 17 victoires, 65 défaites? Je sais pas celle-là, Non, dis-moi. non. C'est la précédente? Non, je crois que c'est moins que ça. Hein. Moi j'ai... Ouais, attends, je vais vérifier. Moi j'ai 12,70. Oui, pardon, 12,70, c'est Ça celle-là. fait que 14%, mon Tout gars. à fait. Tu sais que c'est dur à battre, ça. Bien Déjà sûr. rien que ça. Ah oui, non, bien sûr, bien sûr. Parce que des 17,65, il y en a beaucoup. Tout à fait. Des 70 défaites dans la saison. Tu sais qu'on commence, on rentre dans Il y a- une catégorie. Exactement. Donc moi, si tu veux, j'avais pas ce bilan-là, mais par contre, on parle bien d'une équipe qui commence avec 18 défaites consécutives, Ah, c'est un record. qu'on est sur 30e en attaque, 25e en défense. Tu démarres la saison avec un tir au buzzer de Damien Wilkins, véritable légende, je crois, de Minnesota Timberwolves. Damien Wilkins, qui annonce la couleur. J'aime bien ce genre d'anecdote. On va essayer de vous en balancer un petit peu à droite à gauche. C'est clair, ton premier match, quoi. C'est ton tout premier match, tu te prends un tir au buzzer et ça démarre une série de défaites de 18 qui est un record évidemment. Et on a, et c'est peut-être ça qui fera qu'elle est plus haute, mais on a, moi, cette entrée, je voulais démarrer avec eux pour donner le ton, cette magnifique triplette d'entraîneurs dans la même saison. C'est ça. 3 coachs en Toutes les un an. qualités, quoi. Lorenz Franck pour démarrer. Au bout de 16 matchs, 16 défaites, hein. Au bout de 16 matchs, 16 défaites, il se fait virer. Il y a juste un coach intérimaire de 2 matchs, monsieur Tom Barries, 2 défaites. qui a pris 2 défaites dans la tête et du coup merci au revoir. Et c'est Kiki Van de Wege quand même qui doit venir pour coacher cette équipe. Elle est très mauvaise. C'est indéniable, elle est très mauvaise. Je rajoute juste que c'est en même temps la fin de New Jersey, puisqu'après ça va passer à Brooklyn. Presque, donc, ouais, quasiment. c'est ouais, quasi la fin, ils vont rester quelques mois. Tout à fait. Ce sont les Nets de Yi Jianlian, ce sont les Nets de grandes légendes comme ça. Mais je dois Lopez, il est déjà là. Hein. Tout à fait, mais c'est pour ça en fait que j'arrive pas à les mettre plus haut parce que j'ai une certaine attache pour Brook Lopez, pour Devin Harris, qui ont quand même représenté 2 joueurs assez bons. Il y a Alex là devant des équipes, il n'y a pas un mec qui arrive au genou de Brook Lopez 2009-2010. Brook Lopez c'est un vrai joueur, mais c'est le meilleur marqueur de l'histoire des Nets. C'est un joueur de basketball. Ah, mais je Il vois s'est ce que pas tu veux gouré dire. de discipline. Ce que tu veux dire. Et c'est pour ça que moi ça commence en Ça, je 10. comprends. Mais alors Putain, 3 moi, coachs, les 3 non, coachs, le 0-18, Ah, je c'est suis très obligé important. de le mettre plus Bien haut. sûr, bien sûr, je comprends. Ok, je le caserai tout à l'heure. Magnifique, tu auras l'occasion d'en faire un ode véritable pour cette équipe des Nets de 2009-2010. On enchaîne en place numéro 9 Allez, on Allez. y va. C'est parti. C'est génial, on va pas du tout avoir le même classement. Et quelque part, j'ai remarqué que les gens aiment bien aussi quand tu vois, on est sur ces apéros-là où on ne sait absolument pas ce qui se passe sur les tablettes. Justement, je vais changer de conférence et aller du côté des Rockets. Lesquels t'as mis, toi? J'ai mis les Rockets de... j'ai mis le bilan. Les Rockets, c'est 82-83. C'est quoi le bilan? 14-68. Ah oui, c'est juste après Moses. Tout à fait. Oui, c'est compliqué de perdre ce genre de joueurs. Hein. Tout à Je fait. les ai pas mis, moi.
Tu les as pas mis? Non, ils étaient Nom là. de Dieu! Ils étaient à la bataille. Attends, on va s'engueuler parce que là... mais ils étaient à la bataille, mais ils ont perdu Moses. Alors, attends. Attends, tu perds Moses, et c'est pas du jeu. Juste attends. Tu perds Moses, franchement. Je vais les expliquer. Juste, tu as dit pour les gens qui font la vaisselle... Pardon, Mavs 92-93 pour Bibi. Ils sont beaucoup plus hauts. Je préfère te prévenir. Ah ouais, 92-93, je savais pas trop comment les gérer, mais... 93 ou 94? Parce qu'il y a du choix. 92-93. Non, c'est le début. Non, 93-94, ça va déjà beaucoup mieux. Il y a Jamal Mashburn qui arrive. Wow. Non, c'est chaud, j'ai failli mettre les deux équipes des Mavs. Ils sont très bien. J'ai failli mettre 92-93 et 93-94 pour notifier à quel point c'était de la merde absolue pendant 2 ans, les Dallas Mavericks, c'était l'enfer. 92-93, 11-71 le bilan. 71 défaites. Ça, c'est propre. 2 coachs. Bien, propre. On est dans les... C'est bon? Ouais, on est bon. Le premier, Richie Abubato. Hein. Voilà, vous le connaissez pas, c'est normal. Il a fait 2-27. 2 victoires, 27 défaites. Qui s'est fait remplacer par Gay Heard. Vous connaissez peut-être, mais enfin, franchement, c'est pas non plus un foudre de guerre. Le mec a fait 9,44. Voilà, nous sommes sur un net rating absolument magnifique. Je peux pas. Plus de 15 en négatif. Ah, j'ai kiffé cette équipe. Alex va jamais arriver au top 1, je vous préviens. Juste, si ça démarre en 9 comme ça, tu vas jamais tenir le top 1. 27e rating défensif et 27e rating offensif. Bon, là j'ai trouvé des gens qui vont battre ça à plat de couture. Il y a des vrais joueurs, tu vois, pour répondre à ce que tu viens de dire sur les Nets. Il y a des vrais joueurs dans cette équipe. Il y en a au moins 2. Il y a Jim Jackson. Ah, c'est un vrai joueur, Jim Jackson. Et il y a Derek Harper. Derek Harper, c'est un vrai joueur aussi. On est d'accord ou pas? Bien sûr. Voilà. Donc du coup, je les ai mis là parce que ils sont dans un cycle qui est dégueulasse. Je savais pas trop comment caser ce cycle. J'ai pris la 92-93, mais comme je l'ai dit, j'aurais pu prendre la 93-94. Ça s'est joué à pas grand-chose. De Hermanu de Ball, non, dans cette équipe, ou je sais pas quoi. Et donc la 93-94, tu fais un tout petit peu plus de wins, t'es à 13 wins au lieu de 11. T'as Jamal Mashburn qui est arrivé. Mais bon, ça va te permettre d'aller drafter Jason Kidd derrière assez haut. T'auras eu qu'un coach dans la 93-94, donc je me suis dit, allez, on va prendre la 92. Allez, c'est stable. 93. Je l'ai mise là. Je la trouvais bien. Après, tiens, c'est marrant parce que tu vois, autant classer la greatness, c'est difficile. Mais classer la lose, c'est pas si simple. C'est pas si simple. La FFL, ils vont te dire, si. On est complètement déphasé en termes de critères. On sait plus où donner de la tête. Moi, je sais très bien où donner de la tête. T'inquiète même pas. Et du coup, voilà, ils sont là. Ils sont bien. Ils sont positionnés. Je comprends. Le fait que je les ai pas trop vu jouer non plus m'empêche. J'ai quelques souvenirs. Il y a des joueurs que j'aime bien, mais on voyait pas beaucoup de matchs à l'époque. Du coup, on voyait surtout les matchs des équipes qui gagnent. Donc, clairement, on voyait pas les Mavs dans les années 90. On les voyait pas trop. Jusqu'à temps que Jason Kidd il arrive et qu'il les fasse gagner, je peux dire qu'on les voyait pas. En tant que joueur. Oui, en tant que joueur. En tant que coach, on verra. Donc toi, nos amis, les Rockets, les pauvres, les orphelins de Moses. À la base, ces Rockets-là sont beaucoup plus hauts dans mon classement. Et puis après, je me suis dit... Et après, t'as vu d'autres équipes. Et après, j'ai vu d'autres équipes et je me suis dit, calme-toi Bastien, calme-toi cette équipe, si je veux au moins au basketball. Nous sommes sur les Rockets de 1982-83. Rappelons le contexte, on est sur une équipe donc qui, si je dis pas de bêtises, a 14 victoires en 82 matchs. Donc on est bien, on est à peu près dans le range qu'on aime, entre 65 et 70 défaites. On mérite sa place. On va voir assez souvent dans ce classement. On commence à chatouiller là. Ah tiens, toi t'es neuf avec ce bilan. Pour rappeler le contexte, évidemment, Moses Malone était là précédemment. On était sur des Rockets qui avaient même fait des finales NBA. On se disait waouh, trop bien, ça peut jouer. Moses Malone, évidemment, se barre. Les meilleures saisons, c'est surtout celles où tu vois ton franchise player gagner le titre la saison suivante. Enfin, je veux dire, 82-83, Moses Malone, il se régale à Philadelphie. Et du coup, déjà t'as le seum. D'accord ? Parce que tu vois déjà ça partir. C'est l'équipe de Joe Jelly Bean Bryant, notamment, le papa de Kobe, qui était là. Et c'est une équipe que j'étais obligé de mettre dans ce top 10 pour une raison simple. Lorsqu'on a fait le grand livre orange, le plus grand livre basket de tous les temps, qui doit être derrière ou dans le coin, ce sont ces Rockets qui sont en grande partie responsables de la création de la loterie. C'est-à-dire que le tanking est tellement extrême avec cette équipe
que on a pointé du doigt cette équipe en disant il faut créer un système, ce n'est pas possible. Parce que jusque-là, la draft, c'était vraiment bon, bah vas-y, open bar, toi t'as le pire bilan, bon bah pile ou On jette face. une pièce et on prend. Ouais. Et on prend. Sauf que là, c'est Calvin Murphy et Elvin Hayes. Souviens-toi de la fin de carrière d'Elvin Hayes, qui est une légende totale. Une légende sous-estimée, mais une légende totale. Ouais, une légende quand même. Hein. Il est en bout de course, il est à la fin de ses roues, avec Calvin Murphy pareil, légende quand même du côté de Houston, pas que dans NBA, mais aussi en université, si je dis pas de bêtises. Et ils vont... Non, Calvin Murphy, je sais pas s'il avait fait l'université de Houston, mais bref. Ils vont totalement rider les anciens et faire exprès de faire jouer les vieux et de pas faire jouer les jeunes qui ont un peu de talent pour s'assurer que les matchs soient perdus et pour vraiment s'assurer d'avoir un très bon pick. Ça va être Ralph Sampson, on va voir par la suite Hakeem Olajuwon, mais la base de ces Rockets qui vont quand même devenir bons, parce que tu vas récupérer Ralph Sampson, dommage Puis sur le long terme, Hakeem, puis Hakeem, la genèse de ça, ce sont les Rockets de 82-83. Et je vous invite à regarder et à lire notamment ce qui se dit sur cette équipe. La loterie, elle est créée pour diverses raisons, mais un des éléments vraiment marquants et tournants, c'est cette équipe qui pousse le truc le plus loin possible. Je n'ai pas plus haut parce que, quelque part, t'as perdu ton meilleur joueur. Bon, ok, fine, on a vu des franchises comme ça. Et pareil, j'ai pas vu jouer, je me suis beaucoup renseigné lorsqu'on a fait le bouquin, mais je peux pas les mettre plus haut. Et puis, bon, 14-68... T'as peut-être gagné 2 matchs de suite, mal. Tu vois. T'as peut-être eu une semaine où t'étais. Peut-être il y a un back-to-back. Peut-être voilà, ou peut-être une semaine. Back-to-back win. Tout à fait, ou une semaine où tu t'es dit yes, on est quasi à l'équilibre, tu vois. Ouais. Genre 1-4. Mais bon, je les mets en 9. Ce sont les Rockets de 82. C'est bien. Bon, bah on va mettre un petit numéro 8 alors. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai en 8 moi? Ah oui. Obligé eux. C'est une franchise, il fallait absolument les coincer dans ce top 10, c'était obligatoire. Je sens qu'il m'a fait une les troll. Clippers de 86-87. Magnifique. T'as mis quoi toi? J'ai mis les Grizzlies de 95-96. Voilà, ok. Donc clairement, moi je les ai pas mis eux parce que voilà, pour les raisons que j'ai expliquées. Tu es bien gentil. Mais ils méritent. Tu es bien gentil. Ça pue la merde. Je te préviens. Vas-y, Clippers 86-87. Bah Clippers 86-87. Donc déjà effectivement, quand on a commencé à parler de classer la loose, tout de suite je suis allé regarder un peu dans les bilans des Clippers. Qu'est-ce qu'on avait de sympathique. Il y a des saisons. Il y en a quelques-unes qui méritent d'apparaître ici, et notamment la 86-87, où nous avons donc une équipe des Clippers qui va nous faire un petit bilan sympathique de 12 victoires pour 70 défaites. Au calme. Ça déjà, je l'ai dit, la barre des 70 défaites, c'est pas donné à tout le monde. T'as ton ticket. Voilà, exactement. Normalement, t'as un ticket. Coaché par Don Chaney, general manager, le champion des losers, monsieur Elgin Baylor. Ah, magnifique. Ah oui, mais t'as ton entrée. Ah là, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu Elgin Baylor et 70 défaites, j'ai fait là, les gars, allez-y, passez. On est dans le top 10. C'est bon. Franchise player Mike Woodson. Mike Woodson, tout à fait. Mike Woodson avec l'afro. 17 points. Bien sûr. T'es pas mauvais, hein, Mike Woodson. Mais alors, c'est jamais de la vie, c'est un franchise player. Hein. C'est ta troisième option, quoi. Un arrière, troisième option. T'es pas mauvais, hein, franchement, comme joueur. Des meilleurs qu'en coach, limite. Enfin, je veux dire, en termes de concret, quoi. En termes d'humain. Avec une magnifique raquette, Benoît Benjamin, Michael Cage. Benoît Benjamin, ça c'est bon. Michael Cage, la plus belle coupe de cheveux de l'histoire de l'NBA, vous allez taper sur Google. Voilà. Et donc, du coup, coaché par Don Chaney, hein, qui nous a fait 2 magnifiques saisons, qui nous fera plus tard, dans les années 90, je me souviens de lui, il est passé par Détroit et nous fait 2 magnifiques saisons. Dont la saison de rookie de Grant Hill, là on est autour des 25% de win. On est pas mal du tout, on est bien. On est sur un coach... Donc entre lui... Elgin Baylor au general manager, Mike Woodson en franchise player, 70 défaites. Je les mets pas plus haut parce que ça se bat. T'es 23e. T'es 23e. Hein. Attends, bouge pas, je dis des conneries. 23e défense. 23e défense et 23e attaque. Eh oui. Donc t'as quand même 7 équipes qui attaquent moins bien que toi et 7 équipes qui défendent moins bien que toi. Est-ce qu'à l'époque il y a 30 franchises? Attention. Non, effectivement, t'as raison. Tout à fait. Oui, oh là là, je dis de la merde. Non, mais c'est équipes. Non, mais c'est important parce que quand de la grosse non, mais t'inquiète, c'est juste que quand on va faire des équipes, parce qu'il y a moyen qu'il y ait une équipe dans les années 70, il y a que 17 ou 19 ou 23. Donc t'as raison, je dis de la merde. Non, mais 23, attends, si, ils étaient 23. Mais ils étaient peut-être 23 sur 23. Derniers, en fait. Ouais, si ça se trouve, vérifie. Attends, je vais vérifier. Ah, ils sont derniers en fait, c'est quoi? Regarde. Merde, ils doivent être beaucoup plus haut. Attends, mais je suis débile, moi, j'ai pas fait le. Attends, les Clippers de 87. 87, il y a que 23 équipes, je pense. C'est pour ça. Je pense qu'il y a 23 équipes parce que t'as l'expansion de 89 où t'as 4 équipes.
Après, t'as l'expansion de 94-95. 23 sur 23 en attaque et en défense. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est comme ça. Bon, alors donc, en fait, Mais c'est pour ça qu'on les fait à il deux. va falloir que je modifie mon classement. C'est ça qui est beau. Je modifierai tout à l'heure, je vous dirai. Je te dirai. Oh les non, 11. pas pour les 11. Non, mais je te dirai, je te donnerai les 10. Mais effectivement, mon argument. Eh, dis donc, on a un sacré client là, du coup. T'es dernier en défense, t'es dernier en attaque. Ton general manager, c'est Gene Baylor. Bah, de toute façon. Ton franchise player, c'est Mike Woodson. Non, c'est Et t'as fait magnifique. 70 défaites c'est dans la saison, tu sais que là. Tu as ta place. tu coches des cases. De toute façon, c'est simple. Waouh, la vache! Il y a un groupe qui a sa place tout de suite. C'est ce qu'on appelle les 30 sur 30. C'est lorsque tu es vraiment dernier de chez dernier dans les ratings offensifs et défensifs. Lorsque tu es la pire équipe de NBA des deux côtés du terrain, je suis désolé, mais tu as un ticket gratos au club VIP. Disons que ça aide. Ça aide. Ils sont pas tant que ça non plus. Hein. Non, il n'y en a pas des masses, mais il y en a. Il y en a. Il y en a. Je les ai pas forcément tous mis, j'en ai mis quelques-uns quand même. Mais c'est pour ça que, évidemment, Alex me tend la perche là-dessus. Regardez le nombre d'équipes qu'il y avait en NBA, pour ceux qui ne l'ont pas, évidemment, parce qu'il y en a eu, il y a eu des expansions avec d'autres équipes qui Bien débarquent. sûr. Mais les Clippers, c'était absolument à chier à la fin des années 80, c'est absolument indéniable. Voilà, donc je les ai mis en 8ème, mais franchement, ça se trouve, ils méritent le podium, on va voir ça tout à l'heure. Tout à fait. Je parle des Grizzlies de 95-96. Alors, jurisprudence, Alex, il l'a dit, oui, on est sur la première saison des Grizzlies à Vancouver. Et non, pour les gamins qui aiment bien Ja Morant, malheureusement, les Grizzlies n'ont pas été tout le temps en Tennessee. Nous étions à Vancouver. La seule note positive que je donne à cette franchise sur cette saison, c'est d'avoir des très beaux maillots qui vont devenir absolument mythiques. Et d'être une franchise d'expansion ou quasi, quoi. C'est tout. Enfin, tu vois, ça compte, quoi. C'est tout. Tu peux pas drafter, Enfin, tu peux drafter, mais pas bien. C'est tout. Oui, d'accord, mais... C'est tout ce que je donne. Je trouve que ce sont des belles circonstances atténuantes. Mais, eh bien, moi, je parle des pires équipes de l'histoire de la NBA. Et donc, Alex, je me permets de mettre quand même ces Grizzlies de 95-96, le meilleur marqueur de cette équipe. On se rapproche d'un record. Greg Anthony, 14 points de moyenne. Hein, donc, ça commence à être très très chaud. Hein, il y a du client. tout à fait, il y a du client. Mais 14 points de moyenne, c'est ton meilleur scoreur pour une équipe NBA. Ouais. C'est très très crade. On est quasi sur des records. Ah ouais. Quasi sur des records. Les légendes de cette équipe, tu viens de parler de qui dans la raquette des Clippers? Benoît Benjamin. C'est mon pivot titulaire. Et voilà le béni. Et il y a un garçon à qui je dois rendre hommage parce qu'il y a moyen qu'il soit rementionné dans ce top 10. Lorsque Byron Scott est dans ton équipe, il y a de bonnes chances aussi pour qu'on puisse parler de toi. Greg Anthony, Benoît Benjamin et Bryant Reeves, légendaire pivot Bryant Reeves, évidemment, qui a fait le bonheur des premiers Grizzlies. Souvenez-vous, vous pouvez voir d'ailleurs sur Google une des dégaines les plus fantastiques de l'histoire de la NBA, Bryant Reeves, Big Country, pour ceux qui ont connu la NBA des années 90. En termes juste de détails, évidemment pour ceux qui se posent la question, on est sur un bilan magnifique, hein, Alex, hein, puisque on est sur 15 victoires, 67 défaites. C'est pas si mal. Hein. Bah, pour une équipe d'expansion, c'est vraiment pas mal. Par contre, on est la 29e attaque, 18e défense, donc je ne pouvais pas les mettre plus haut. Non, tu vois, parce que vraiment. T'es dans le top 20. Ah bah oui, non mais là t'es. 20, ça veut dire que tu te bats bien. Ça veut dire que t'es une vraie équipe de basket. Ouais. Mais bon, quand même, je trouve que c'était une excellente base pour la saison suivante, qui est quasi pire des Grizzlies. Donc il fallait aussi que je rende hommage au début de Vancouver. Et la suite, c'est quoi? C'est évidemment poser des bases pour déménager, puisqu'on va ensuite bouger. Ça, c'est un élément très important quand il faut déménager, parce que ça veut dire que c'est vraiment pas bien. Et notamment lorsqu'on a des joueurs comme Stevie Francis qui, quelques années plus tard, refuse de jouer à Vancouver parce que la franchise est tellement claquée qu'en fait il va falloir bouger. Steve Francis, vraiment, il a refusé. Il a dit non, Vancouver, les Grizzlies, je viens pas. C'est mort. Voilà, donc débrouillez-vous avec Mike Bibby et Sharif Abdurrahim. Moi, ça me tente pas trop. J'étais obligé de rendre hommage à ma Grizzlies Nation. Place numéro 7. Qu'est-ce que j'ai mis en 7, moi? Là, je vais faire un back-to-back qui va te déplaire, mais bon, je suis en obligé. 7. Je retourne à l'Est. Quelque part, Vancouver, les Grizzlies, tout ça. Je mets 2 saisons, je m'explique. Oh là là là, Alex, oh non, Alex qui triche, il met 2 équipes. Ah, il faut en prendre une. Ouais, je la prends comme ça. 2001-2002, parfait. Ouais, mais je mets la 0-1-0-0-1 parce qu'elle est importante dans le cheminement. Magnifique entrée du Heat, qui démarre bien en NBA, le Heat de 87-88. Parle-nous des Bulls de 2002. Alors, ce sont des magnifiques Bulls. Tu parlais des Bulls post-Jordan, hein, donc on n'est pas tout à fait... Jordan s'arrête en 98, c'est les Bulls de Jordan aux Wizards, on va dire. C'est ça. Jamal Crawford? Non, il y a qui? Ah, il doit y avoir Jamal Crawford là-dedans, non?
il y a du beau monde. Il y a du très très beau monde. D'ailleurs, pardon, c'est 88-89 le hit, excusez-moi, ouais, parce que c'est... On est surtout sur... Donc la saison 2000-2001 aurait pu être celle que j'ai choisie. Puisqu'on est à 15 victoires, 67 défaites, ce qui fait 18-19% de victoires, donc c'est bien crade. Tout à fait honnête. Mais bon, on a un coach que Jerry Krause a gardé, pourtant c'est pas les habitudes du bonhomme, mais il l'a gardé. Donc Tim Floyd, il s'appelle le coach, a survécu à ce naufrage. Magnifique. Et la saison 2001-2002, là, tu fais les choses bien. Alors tu gagnes un peu plus, 21 victoires. Oula. 61 défaites. Ouh, ça n'a pas sa place dans... Donc attends. Bah Alex. Comme tu... Attends, c'est une dynastie, ça. C'est Hall of Fame. 28e attaque. L'un des trucs les plus horribles. Pour moi, c'est l'un des trucs les plus horribles à voir jouer au basket que j'ai jamais vu de toute mon existence. Le 2001-2002 des Bulls. Touche dans le visuel. Tu sais, il y a Ron Mercer, il y a Jalen Rose. Il n'y a plus Bisondel. Non, c'est bon, il y a plus. Non, je crois pas. Il y a Meta World Peace, Ron Artest. Il y a jeune Tyson Chandler ou c'est la draft après? Non, je crois pas. Peut-être celle-là. Non mais attends, il est le jeune Tyson Chandler. Ouais, peut-être qu'il est là. Ouais, peut-être. Ce que je sais, c'est qu'il y a le vieux Charles Oakley. Il y a Brad Miller. Il y a le fameux Marcus Pfizer. Ah oui. Marcus Pfizer. Sûr. C'est horrible et tu as 3 coachs dans la saison. Ça, c'est propre. C'est-à-dire que Tim Floyd, lui, il fait 4-21, il démarre. Bon, bah, un 4-21, le mec vient déjà de faire 15-67. Donc, il y a un moment où le front office fait tiens, viens là, Tim, tiens, tu t'en vas, s'il te plaît. Petit coach intérimaire, un certain Bill Berry, 0-2. Tu dégages. Toujours 0-2. Et Bill Cartwright qui reprend le flambeau et qui fait un truc à peu près potable avec 17 victoires et qui sauve un peu les meubles. Mais ça reste statistiquement une infamie et surtout visuellement, télégéniquement, un truc mais dégueulasse, une horreur. Voilà, ces Bulls, c'était vraiment infâme. Donc c'est pour ça que j'ai mis les 2 années et que je retiendrai la 0-1-0-2, même si le bilan est un peu meilleur, les 3 coachs, l'effectif, l'attaque horrible. C'était le top de la crise post-Jordan. Je les mets 7e. C'est pour une immense franchise que sont les Bulls, c'est pour moi la pire saison de l'histoire de cette franchise. Ouais, c'est les années 70 discute. Ah mais non, c'est pas visuellement, pareil. c'est horrible. Puis surtout que t'as pas des souvenirs de trucs de ouf. Là, le problème, c'est que t'es à peine 4 ans après Jojo, quoi. Je ne sais pas si c'est à cette saison, mais peut-être, il faudrait que je vérifie, c'est peut-être dans cette saison des Bulls que Ron Artest prend une douche habillé à la mi-temps et revient sur le terrain. Non, mais... Ce qui fait toujours plaisir à Ron Artest qui revient splish-splash, avec les chaussures pleines d'eau. C'est là qu'on s'est dit qu'il était peut-être un peu chelou. Donc tu nous as mis le 8, toi. Oui, c'est pas le 8 de 87-88, c'est 88-89 puisqu'il débarque en 88. Oui, l'expansion, oui, c'est ça. Ouais. Le Miami Heat qui débarque magnifiquement, vous connaissez mes critères, on est sur une saison absolument magnifique puisque ce Heat, si je dis pas de bêtises, est donc à 15 victoires pour 67 défaites, se fait défoncer la gueule. Leur premier match, si je dis pas de bêtises, ils se font taper par les Clippers. Les Clippers de l'époque, 88-89, tu sais, ça annonce la couleur. C'est ça qui est bien, c'est que tu te fais taper par les Clippers de la fin des années 80, tu sens que ça va être une saison un petit peu longue. 0-17 le démarrage de ce hit-là. C'est-à-dire le démarrage du hit en sortie d'expansion, l'attente est longue. Et il y a beaucoup de journalistes ou anciens, notamment un des analystes TV dont j'ai plus le nom, mais qui est aujourd'hui analyste TV du hit, qui reparlait, parce que je crois qu'il était coach de cette équipe pour commencer. D'ailleurs, c'est Ron Rothstein, tout à fait, que j'avais le nom sous les yeux. Qui parlait de ce poids en fait de 17 défaites consécutives pour démarrer la franchise. Tu démarres avec tellement de soirées badantes, c'est quasi sur un miracle qu'ils vont lancer vraiment leur saison. Meilleur marqueur, on descend d'un cran, 13,8 points quand même, donc ça fait très très plaisir d'être sur ce genre de... Après t'es sur de l'extension, quoi, les pauvres. Kevin, je n'ai pas de pitié, Kevin Edwards... C'est comme s'ils disaient, ouais, le rookie il est pas bon, ouais, mais il découvre. Ben oui, mais on fait les pires ou les meilleurs? Oui, non, mais... Alex, okay, non, mais d'accord, tu as des critères, ouais, voilà, c'est ça, et je trouve que sur les expansions, même si en effet on a le droit d'être gentil, c'était de la merde, c'était de la merde. Et donc forcément, ce hit-là était horrible, beaucoup de branlées, des matchs avec des défaites vraiment historiques. Par la suite, on sait qu'il y a notamment quelques années plus tard, les bases sont posées, puisque quelques années plus tard, on a le plus gros blowout de l'histoire de l'humanité, les Cavs qui vont étrier le hit de près de 70 points. Mais on a donc Kevin Edwards qui est meilleur marqueur de cette équipe avec 13,8 points de moyenne gentiment. Les débuts de Ronnie Sekali, ça fait toujours plaisir. Non, ce hit, j'étais obligé de le mentionner parce que, voilà, démarrer
démarrer le début d'une franchise avec 17 défaites consécutives, moi je trouve ça beau, ça devait être formidable à vivre. Imagine demain, il y a une équipe qui débarque en NBA, expansion ou pas, elle démarre en 0-17, on va trouver ça absolument historique. Bien sûr, ça l'est. Oui, voilà. Donc j'étais obligé de leur faire une petite mention, ils sont 7e. On va placer en place numéro 6. Place numéro 6. Je me trompe pas. Non, je ne me trompe plus. Normalement, je vais vérifier pareil. Je t'en prie. Normalement, ça va être bon. Qui tu as mis, Alex? Les Knicks de 2018-2019. Oh wow, les Knicks rentrent dans la danse. Mais avec une mention immense aux Knicks de 2014-2015. Mais j'ai pris ceux de 2018. Ah, j'ai failli mettre les 2015. Tu sais que les 2015. Que ça, attention, j'ai hésité. Avec Phil Jackson qui prend tout l'argent. Derek Fisher au coach, ouais. Phil Jackson qui met tout l'argent. Le truc, c'est qu'il y a des vrais joueurs de basket. Il y a encore Melo. Ouais, mais c'est blessé. Ouais, mais voilà, Amaré, il joue quand même 40 matchs. Bargnani, Frances Player. Tu vois, voilà, il joue quand même 40 matchs. Alors que Knicks, t'as mis quoi, toi? J'ai mis les Nuggets de 97-98. Je vais parler des Knicks d'abord, puis après je... Et ils sont beaux, ces Knicks-là. Les Knicks de 2018-2019... Non, c'est bien. Je veux dire, 30e attaque. 17 victoires, 65 défaites, donc ça c'est le fameux, le 20,5% qu'on commence à bien connaître, on connaît le pourcentage par cœur maintenant. 30e attaque, 26e défense, donc limite c'est bien, tu vois. On parle des Knicks je vous rappelle, il y avait David Fisdale au coaching, c'était l'époque de Steve Mills. Ça a changé depuis. Et nous parlons surtout des Knicks d'Alonzo Trier, des Knicks de Mario Hezonja, des Knicks de Tim Hardaway Jr., de Dennis Smith Jr., de Kevin Knox, d'Emmanuel Mudiay, de Noah Vonleh. Allez, le joueur de basket là-dedans, c'est qui? C'est Tim Hardaway Jr. et puis Enes Kanter. Alonzo Trier, ouais, on voit bien la carrière qu'il a fait derrière. Hein, c'est énorme carrière. Donc là, je trouve qu'il y a vraiment un côté... c'est pour moi, dans ces années 2010, le moment où les Knicks ont le plus touché le fond. Alors que je pensais qu'avec toutes les blessures de Stu, de Melo, machin, ils pourraient pas toucher plus le fond. Et en fait, si. Et pour moi, on est vraiment au paroxysme de la déception. C'est-à-dire, il y a eu Phil Jackson, on a dit, ouais, Phil Jackson, il connaît la ville, il connaît la franchise, Manhattan, c'est chez lui. Bam, c'était que de la merde, l'enfer. Et là, ensuite, on nous a dit, waouh, ça pourra pas être. Putain, si, c'est pire, en fait. Ça a été pire, en fait, que Phil Jackson et Derek Fisher juste derrière. C'est-à-dire que là, on avait vraiment une équipe où on était là, genre, waouh, t'as vu jouer Alonzo Trier? Moi, j'étais là, genre, mais. Ouais, Mudiay, il va se relancer, mais il va rien se relancer du tout, c'est pas un basketteur. Tu vois? Donc, du coup, je trouvais que ça méritait. Ils ont gratté le top 5. Hein. Toi, quand il y a Emmanuel Mudiay, de toute façon, ça rentre top 5. Bah, ouais, il fait partie de ces gars où, voilà, j'ai toujours été là, genre, ok, bon. D'accord. Manu! Voilà. Donc je les ai mis là, en 6e position. Une mention pour les Knicks, ouais, quand même, parce qu'ils ont été tellement mauvais. Mais comme les Kings, je ne les ai pas mis parce que, je sais pas, je me suis dit qu'il y avait suffisamment de saisons. C'est dégueulasse, surtout sur le terrain et en dehors, parce que les Knicks, c'est formidable quand même avec ça. Mais donc, je comprends la mention. Ouais, je comprends. Ouais. Mais je dois t'avouer que la 2014-2015 m'a plus fait vomir que la 2018-2019, parce que il y a dans 2018-2019 des blessures. Alors, en 2014-2015. Je comprends, mais en 2018-2019, il y a des mecs qui n'ont pas de nom et qui essayent de se battre. Ouais, mais 2014-2015, il y a des espoirs. Et alors là... Oui, mais il y a des blessures. Oui, mais quand tu as des espoirs et que tu es les Knicks avec des espoirs, genre en ce moment, tu vois, c'est ça qui est bon. Ça, c'est du gâteau. Ça, je sais que les fans des Knicks, c'est horrible pour eux. Je les ai mis sur ma tablette, 2014-2015, ils sont là. Hein, ils sont là, hein. Ça se trouve, ça va finir dans le tableau de Léonce en wildcard, en doublé. Il va kiffer mon tableau, Léonce. Je parle de mes amis les Nuggets de la fin des années 90, 97-98. Alors, je les ai mis en 5. Ah, tu les as mis en 5 ? Donc, comme ça, magnifique, voilà. Faisons la doublette. Hommage, déjà, évidemment, le ticket d'entrée, il est clair. 71 défaites en 82 matchs, donc là, on est bien comme il faut. Il y a 29 équipes en NBA, donc 29e défense,
28e attaque. Ce ne sont pas les Nuggets d'Antonio McDyess, on n'y est pas, mais ce sont les Nuggets de Bobby Jackson, de LaFonso Ellis, de toutes ces légendes. C'est LaFonso Ellis. Tout à fait. 14 points par match. C'est ça fait bien plaisir avec les passages de 14 Johnny points, Newman. 7 rebonds. C'est ça. Il y a Johnny Newman et Eric Williams qui ont fait un petit peu de boulot, mais sinon, tu as surtout, moi, un truc qui m'a marqué, 2 séries quand même de défaites monstrueuses, 16 défaites de suite et 23 défaites de suite. Je veux dire, dans la même saison. Et puis, quand tu te replonges dedans, t'arrives même pas à dire, attends, c'était quoi le 5 majeur? Et t'arrives même pas à le faire, le 5 majeur. Non. Tu sais pas, en fait. Genre, LaFonso Ellis, le pauvre, il était border All-Star 1 ou 2 saisons plus tôt. Ah bah non. LaFonso Ellis, quand c'est ton franchise player, il y a un souci. C'est vrai qu'il a un highlight all-time. Un des plus grands comptes de tous les temps. Les plus grands comptes de tous les temps, parce que c'est un contre-style, vol, humiliation, tout en même temps. Le pauvre, je me rappelle plus comment il s'appelle, l'ailier des Wolves, là, je me rappelle plus de son nom. Mais le gars, je crois qu'il a fait qu'une seule saison, vous irez vérifier, mais je crois que le mec qui a pris ce contre, faudrait checker son nom, mais je crois que le mec qui a pris ce compte, j'avais déjà dû raconter cette histoire, d'ailleurs ça se trouve dans un apéro. Il opère la chaise. Genre, le mec n'a fait qu'une saison NBA. Le mec, ça l'a marqué. Quoi. Bref, tout ça pour dire que c'est LaFonso Ellis, ton franchise, je suis complètement d'accord avec toi, cette équipe mérite à fond d'être dans ce classement parce que toi tu disais en 5 mois Danny Fortson, évidemment, grande légende, grand poète, Tony Batty, Alexander, ils ont signé en free agent à moitié à la deadline pour tourner avec Bobby Jackson. Enfin, c'est n'importe quoi. Et le coach d'ailleurs, Bill Hanzik, qui, si je ne dis pas de bêtises, va faire. Survécu à ce truc. C'est ça. Toute la saison, il a pas été viré. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je peux pas les mettre plus haut, c'est que le mec fait une saison complète. Mais alors depuis. Pareil, je crois qu'il bosse chez Shopee et en fait on l'a pas vu. Défaites de suite, normalement tu dois pas finir la saison, enfin c'est compliqué quand même. D'être capable de faire 2 séries de défaites aussi longues dans la même saison, il y en a très très peu qui sont capables de faire ça. Le mec, je sais pas ce qu'il a dit à son front office. Regardez-moi les gars, comment il les a réussi à les convaincre. Ça passe. On est sur les bons plans et c'est pas comme si Denver par la suite allait se redresser. Je voulais rendre hommage à cette époque-là. Je te laisse compléter sur les Nuggets parce que je vais mettre mon 5e. Vas-y, mets ton 5. Écoute, non, moi vraiment, les trucs qui m'ont choqué, c'est ça. C'est The Fonds, LaFonso Ellis, qui se retrouve franchise player alors que là, il met pas 15 points par match, donc ça, je trouve ça un peu chaud. C'est le net rating aussi, quand tu commences à taper les 13 en négatif en net rating, c'est que tu sais que c'est que t'es sur du lourd, parce que je rappelle, c'est donc l'écart entre le defensive et l'offensive rating moyen. Donc quand t'es à 13, c'est beaucoup. c'est beaucoup. Le fait que t'arrives pas à faire un 5 majeur, le fait que t'es quasiment la pire attaque et que t'es la pire défense, enfin... Voilà, le fait qu'ils aient eu qu'un seul coach m'a un peu empêché. C'est une bonne équipe que j'aurais bien vu avec 3 coachs. Bien sûr. Là, tout de suite, t'es podium. C'est ça. Qu'est-ce que t'as mis en 5 ? Les Mavs dont tu parlais tout à l'heure, 92-93. Tu en as très bien parlé, je vais juste rebondir avec quelques petits hommages. Tu démarres la saison quand même avec Roy Tarpley qui se fait sanctionner pour prise de substances illicites, donc c'est bien de démarrer, tu vois, genre. Tarpley, ça c'est du bon. Ça c'est du bon. Et puis tu te fais sanctionner, tu vois, genre. Tu sens que la saison va bien se passer parce que tes joueurs se font déjà sanctionner. Ouais. Donc tu sens que l'identité est très bonne. C'est pas comme si en plus Jim Jackson, qui en effet est bon, mais n'avait pas eu des négociations contractuelles hyper galères avec ses employeurs. Et alors là, et moi c'est rentré top 5 automatique. Là tu parlais de net rating, mais c'est peut-être le pire net rating de l'histoire. 99 points encaissés, 114 encaissés. Ils ont moins 15 de différence, les Mavs de 92-93. Ils ont 15 points de moyenne d'écart entre leurs points scorés. Moins 15,2. Moins 15. Ouais. C'est immonde. J'ai essayé de checker, j'en vois pas d'autres. Moi j'en ai un autre. Un pire net rating, un pire différentiel. Il est pas pire, il est égal. Voilà, mais avec un pourcentage de win inférieur. On y vient, on parle des mêmes. On parle des mêmes. On tripote. On parle des mêmes. On se balade, quoi. On bricole. On est dans les mêmes, dans les mêmes questions. Ces Mavs là, ils ont pour moi un truc, quand je me suis refait leur calendrier et leurs stats et certains matchs, je me suis dit, attends, comment se fait-il que tu puisses avoir, à un moment donné, 4 victoires pour 57 défaites. À un moment de la saison, ils ont été à 4,57 et ils ont fini sur une streak, tu vois. les mecs ils se sont dit, on y va, allez, on va envoie. Parce que on va faire 7-12. Parce que t'es à 11,71 quoi. Tu finis en 71, donc tu finis en 7-14. Pas mal. Donc tu vois, je me dis, genre les mecs à la fin ils se sont dit, les gars, ils sont battus. c'est parce qu'ils avaient quelques vrais joueurs. Voilà, mais
pour la franchise, tu vois, pour la région, on y va. Mais d'être à 4,57, imaginez là, des Rockets par exemple actuels, ou une équipe qui démarre en 4,57, ah non mais là tu les termines. Ah non là tu les termines, c'est trop chaud. Donc j'étais obligé de parler de ces Mavs. On rentre dans le top 5. Non, même top 4 là. Top 5, top 4, c'est pas Quatrième. Les Nets de 2009-2010. Ah, c'est un beau client. Les Cavs de 2010-2011. J'envoie juste un texto à C'est un très beau client. Je t'en prie. C'est un très très beau client. Nets 2009-2010, pour moi, Bastien en a déjà très bien parlé tout à l'heure. Je peux pas les enlever du top 5. Non. C'est impossible. Je comprends. Les Nets démarrent la saison par 18 défaites de suite. Alors que justement, il y a quelques vrais joueurs de basket là-dedans. Je veux dire, normalement, avec un axe 1-5, Devin Harris, Brook Lopez, tu peux jouer un peu. Tu peux faire tu peux rentrer quelques paniers. Ou, je sais pas, bricoler une petite transition, j'en sais rien. T'avais Rafer Alston, t'avais Chris Douglas Roberts, t'avais Chris Humphries. Non, c'est pas Chris Douglas Roberts. Si, c'est Chris Douglas Roberts. CDR, ouais. C'est ça, hein, c'est lui. CDR. Charles de Gaulle. T'avais Chris Humphries, t'avais Yi Jianlian, comme tu l'as précisé. T'as quand même la 30e pire défense, donc la moins bonne défense de toute la ligue. T'es en dessous des 15% de victoires sur la saison. T'as 3 coachs. Enfin, non, pour moi, c'était top 5 obligatoire, ça. Le 3 coach est très très fort. C'est une des premières équipes à laquelle j'ai pensé quand on a fait ce top 10. J'étais là genre, ok, attends, c'est quelle année déjà les Nets en 0-18? Ah oui, c'est ça, c'est 2009-2010. Bon, alors fais voir le bilan total. Je fais ok, il coche la case. Ensuite, je fais voir, oh, il y a 3 coachs, dis donc. Je dis, il y a quoi comme joueur? Alors là, je me suis régalé. Rafer Alston, Chris Douglas Roberts. Ça, c'est beau. Chris Humphries. Puis c'est la transition avant Brooklyn, ça c'est beau. Il a souffert, Brook Lopez. Hein. Bien sûr. Bah, il a souffert ce garçon. Ah bah là, il a franchement, beaucoup souffert. C'est vrai. Hein. Et tout à fait. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a la stat, qui va démarrer la série pour Brook Lopez ou qu'il la termine d'ailleurs, je sais plus. Mais je crois que Brook Lopez, sur ses 8 premières saisons, il a 8 coachs différents. Voilà. c'est d'une violence quand même. Enfin, je veux dire, il a eu un nombre de coachs Brook Lopez, c'est incroyable. Donc là, moi ils sont 4e chez moi. Toi, t'as choisi de mettre nos amis les Cavs post-Lebron. Ah bah là, un seul être vous manque. Hein. Tout est dépeuplé là. Hein. De mon vivant. Parce que je n'ai pas la même expérience ou le même âge que mon compère. Mais de mon vivant, ouais, c'est peut-être une des équipes les plus dégueulasses que j'ai vu jouer. Pas moi. Ah si. Il y a quelques soirées où ça sort du lot et tu te dis genre, ah waouh. Ils ont pas comme bilan? Le bilan de ces Cavs, je vais te le retrouver tout de suite. Je parle juste d'abord pour commencer de leurs 26 défaites de suite. Bien sûr, je t'en prie. Les Cavs sont, je crois qu'ils ont 19 victoires, ces Cavs-là. Donc quelque part ça va, je crois qu'ils ont 19 victoires. Je te laisse me dire. Non, c'est pas cela. Attends, j'ai un classement des équipes les plus pourries. Cavs 2010-2011. C'est qu'il y a du monde. Ah, bien sûr. Ah, dis donc, ils sont même pas dans non, parce qu'ils ont 19. Ils sont même pas dans les 50 pires bilans de la ligue. Ah, bah tu sais. Tu vois, donc non, moi c'est pour ça. Moi, ils sont pas chez moi. Hein, je comprends. Visuellement, et puis il fallait que je fasse un hommage à mes Cavs. Déjà, Alex, tu as la plus longue série de défaites de l'histoire sur une saison. Moi, je l'ai vécu cette série et c'était infernal. 26 défaites de suite dans une saison. On va parler après des Sixers, ou pas, on verra. Mais 26 défaites de suite, 29e attaque, 29e défense. Ce sont les Cavs post-LeBron. LeBron vient de partir l'été précédent à Miami. Comment ne pas vouloir se tailler les veines lorsque LeBron retourne à Cleveland? Ce match, le match où LeBron revient avec Miami à Cleveland, avec tous les fans qui sont ultra vénères, avec des pancartes, contrôle de sécurité, police renforcée, etc. Mais tu te fais lessiver par LeBron et le 8. Je veux dire, il y a l'insulte, l'injure, l'humiliation. Ils ont pris tout ça, ils ont dit bon bah on va le foutre dans la gueule des Cavs. Donc non seulement t'as perdu le meilleur joueur de ton histoire, non seulement il débarque chez toi, enfin c'est ton ex qui te roule dessus si tu veux. C'est un peu chaud. Et donc cette série de défaites, moi, m'a trop marqué. Il fallait que je parle de ces Cavs de J.J. Hickson, de Ramon Sessions. Bonjour J.J. Hickson. J.J. Hickson.
Non, désolé, je peux pas. C'est Byron Scott en coach. Et il y a surtout cette... Je m'en souviens, putain, parce que c'était juste avant les débuts de Trash Talk, de ce stretch qui est absolument incroyable, parce que je crois que ça démarre fin novembre, genre le 30 novembre, et ça dure jusqu'au All-Star Break, quasiment. Tu as 10 défaites de suite, une victoire en prolongation, et 26 défaites de suite. Donc tu perds, si je dis pas de bêtises, 36 matchs sur 37. Ouais, c'est bien. C'est propre. C'est une horreur. Tu as évidemment Kyrie qui est là, en solo, puisque je crois que ça vient d'arriver, si je dis pas de bêtises, Kyrie, ou je crois que c'était plutôt pour la suite. C'était l'équipe de Baron Davis avec donc J.J. Eason, comme je le disais. Tu as Anderson Varejao qui est là. C'est Anton Jamison, ton meilleur joueur. Donc quelque part, je peux comprendre parce que les mecs, ils sont bons, ça va. Ouais, ça rentre pas. Hein. Mais moi, je dois t'avouer que ça rentrait parce que c'est pas rentré. Visuellement, mais ils cochent des cases. Hein, on l'a vu, Samardo Samuels, tous les deux. Ouais. Bon bah voilà. C'est vrai qu'on avait rencontré Samardo. C'est vrai qu'on avait rencontré à Limoges. Visuellement, en tout cas, moi, tu vois, tout de suite, quand je me suis dit on va faire les pires équipes de NBA, j'ai ce souvenir des Cavs de Byron Scott et de Chris Grant, je crois, qui était à la tête en termes de management, et c'était absolument horrible. Le seul bon moment dont je me souviens, c'est que par la suite, dans la saison, tu as le Heat qui va revenir, et là, c'est une victoire avec le peuple qui juste célèbre d'avoir enfin défoncé LeBron. Mais toute cette zone, avec la lettre, tu sais, de Dan Gilbert quelques semaines avant et tout, enfin, c'était tellement crade. Ah oui, non, et quand tu fais tout ça et que derrière le mec revient et te défonce, bah, le départ du King et derrière ce genre de bilan, bah, tu passes de 60 victoires à 61 victoires, je crois, à 19 victoires. C'est une horreur absolue. J'étais obligé de les mentionner. Moi, j'avoue que ça m'a marqué à la quasi 20 piges, quoi. Même un petit peu plus de 20 piges. On rentre sur le podium. Le podium. En 3. Les Hawks, moi j'ai. Ah oui, ils... Quoi, ils sont pas dans ton hôtel? J'ai une autre équipe des Sixers. Oui, tout à fait. Mais pas eux. Je les ai pas mis. Je les ai pas vus jouer. Je sais pas à quel point c'était horrible. Je trouve que c'est une autre NBA. Donc, je trouvais que c'était un jugement très statistique. Ok, vas-y. Mais toi, tu vas parler des Hawks. Non, je t'en prie. Tu veux que je commence? Oh bah, parle d'Atlanta, je vais compléter, comme on dit. Tu dois t'en rappeler, non? Ah bah, Toto Walker. L'équipe d'Antoine Walker. Mais attends, il y a Josh Smith qui fait une bête de saison rookie. Attends, justement, moi c'est pour ça que vous êtes aussi haut. Tu as Antoine Walker dans ton équipe. Formidable. Tu as Al Harrington dans ton équipe. Formidable. Tu as Josh Smith en rookie qui est pas dégueu du tout. Josh Childress. Tu as Boris Diaw. Okay. Josh Childress. Et tu es 29e attaque et 29e défense avec un bilan sous les 16% de win. Mais on atterrit en 13,69. Mais on a Vous vous foutez de la gueule du monde. On atterrit Stotts. Non, je crois que c'est Mike Woodson, votre coach. Déjà. Ouais, c'est Mike. Vérifie, mais je crois que c'est Mike Woodson. Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, les Hawks là? C'est une équipe correcte de basket normalement, ça. Antoine Walker avec Al Harrington, t'as même Tyronn Lue. Maxon a pris la place de t'as Josh Smith, t'as le fameux Jason Collier, t'as Boris Diaw et tout. Il y a quand même des bons joueurs. Et vous êtes 29e rating offensif et 29e rating défensif avec ça? Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je crois que c'est un Jason Collier qui est genre... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un souvenir de vous. Bon, moi je dois reconnaître que le basket des années 2000, c'est vraiment pas mon basket préféré. Oui, c'est pour ça aussi. Qu'on soit bien clair. Mais j'ai un souvenir de cette horreur. Puis pourtant j'étais là genre, mais il est pas dégueu le rookie là. Puis Al Harrington, c'est un joueur que j'aimais bien moi. Antoine Walker, bon il était plus tout jeune, mais il était encore capable, tu vois, de faire des choses. La preuve c'est qu'il ira au Heat juste après et que voilà quoi. Non. On fait beaucoup trop jouer Kevin Willis. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Kevin Willis a 200 ans et on le fait jouer. Seulement 13 wins avec ça? Ouais. C'est quoi le seul point positif de cette saison? C'est qu'en août 2005, Boris il va être tradé. Ah, voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Et tu récupères Joe Johnson, donc ça c'est bon ça. Ouais. Et Boris il va aller découvrir la vie et le basket à Phoenix. Mais bien sûr. Dis-toi, en fait, là où je peux... Des joueurs pareils. Tout à fait. En fait, là où j'étais choqué. Je comprends. Là où je peux pas, perso... Ouais. C'est très perso parce qu'il y en a pas qui me disent pourquoi t'es fan d'Atlanta, comment ça se passe. En fait, la saison précédente, pour moi, elle est encore plus horrible alors qu'il y a plus de 20 défaites, il y a même, je crois, 25 ou 28 20 victoires. 20 victoires, pardon. Ouais. Genre 25 ou 28 victoires pour ces Hawks là. C'est les Hawks de Terry Stotts, c'est une horreur absolue. En fait, j'avoue que moi,
Je suis attaché à ces Hawks parce que c'est les débuts de Josh Smith. Et en fait, il y avait un truc hyper excitant à le regarder sur le terrain. D'accord, ça c'est vrai. Mais par contre... Je regardais pas le score. Ouais, faut pas regarder les scores, faut pas regarder la défense, faut pas regarder le mouvement de balle. Faut rien regarder. Il y avait Tyronn Lue. C'était ISO sur ISO, dégueulasse. Moi j'aimais bien. C'était horrible. Et les résultats sont là. Les résultats sont là. 13 wins. Pire défense quasi. Pire attaque quasi. Mais tu vois, c'est ouf. Un net rating au-dessus des 10. Enfin, 10 en négatif. T'es dans les gens sérieux. Hein, quand t'es à plus de moins 10. Ouais. Tu vois, genre t'es dans les équipes sérieuses. Mais tu vois, c'est ouf. Moi, c'est marrant à quel point, là, c'est aussi les vécus de fans, etc. C'est marrant à quel point, moi, c'est la saison précédente qui me marque parce que la fin avec Aristote, il y a trop de choses qui sont flagrantes sur le terrain, et que c'est la saison notamment où, si je dis pas de bêtises, il y a Rachid Wallace qui débarque juste pour 24 heures. Enfin, c'était des horreurs absolues comme ça, et c'est marrant parce que moi j'ai totalement skippé, donc je commençais à être fan des Hawks la saison précédente, donc ce qui explique par la suite 2-3 galères psychologiques. Mais c'est marrant parce que cette saison, tu vois, c'est ouf, parce que c'est les débuts de Josh Smith, je l'ai pas du tout vécu comme ça. J'ai Josh Smith et Josh Childress, et je me dis, vas-y, c'est l'éclate. Il y a du dunk sur du dunk, il y a du poster sur du poster. Mais je comprends. Il y a vite fait 3-4 highlights, mais franchement... Je comprends. Le highlight, c'est le concours de dunk de Josh Smith, quoi, en gros, quoi. Voilà. J'aime bien. Voilà. C'est la saison suivante, d'ailleurs, en 2005, il le fait à Denver. C'est ça. 2004-2005. Ouais. Donc voilà. Moi, je les ai mis là, ils sont sur mon podium, moi. Ils sont des garçons sérieux. Je comprends. Évidemment, je n'ai pas pu voir jouer les Sixers de 73, mais juste... Oui, bah statistiquement, ils sont dans... 1 et 1 font 2, le pire bilan de l'histoire de la NBA sur une saison complète. Voilà. Le pire bilan sur une saison complète. Le pire bilan sur une saison complète. 9 victoires pour 73 défaites. Alex, c'est un jusqu'à ce que ce soit battu, c'est un template de l'histoire de la NBA. Personne n'a fait pire que 9 victoires en 82 matchs. 73 défaites en 82 matchs. J'aimerais citer Fred Carter, excellent analyste NBA, qui était sur NBA TV pendant des années, que j'adorais, donc vous pouvez l'écouter, qui disait lui-même, je n'ai pas envie que ce record soit battu, parce que tu as une certaine fierté à être le meilleur joueur de la pire équipe de l'histoire. Ça, c'est beau. C'est beau, ça. C'est une équipe absolument atroce. On parle évidemment d'une autre époque, puisqu'on est dans les années 70. On parle évidemment de Sixers qui encaissent 116 points de moyenne. Quand j'ai fait un petit peu le listing des pires équipes de tous les temps, il y en a très peu qui encaissent autant, parce que souvent quand tu encaisses autant, tu arrives à scorer un petit peu, donc ça va. Tu as toutes les cases qui sont cochées. 20 défaites de suite. Un coach joueur. Ça j'aime beaucoup, évidemment, puisque c'est Kevin Loughery qui va débarquer en plein milieu de la saison pour être à la fois le coach et le joueur. Formidable, t'es sur le banc, tu prends les temps morts, mais d'ailleurs faut que t'exécutes, hein. Du coup c'est formidable. T'as démarré par 0 victoire et 15 défaites, donc si je prends tous les critères, tu démarres par 0-15. Tu enchaînes d'ailleurs avec une série de 20 défaites de suite. T'as un changement de coach, et ton coach, ensuite c'est un coach joueur. En plein milieu des années 70, dès que tu fouilles sur ces Sixers-là, tu trouves trop de stories dans tous les sens. Des problèmes de management. Billy Cunningham, qui était quand même une des légendes des Sixers dans les années 60, début des années 70, va tellement flairer la douille qu'il a déclaré après, c'est pour ça qu'il allait en NBA. Il sentait le truc, mais nul à chier. Le mec a changé de ligue, pour te donner une idée, à tel point c'était violent. Et pourtant, c'est marrant, ça m'a fait rebondir sur un truc qu'on avait mentionné dans un apéro récent. Tu sais que c'est la deuxième équipe la plus rapide de NBA cette saison-là. Ah, tu vois, c'est sympa à regarder, je suis sûr. Mais non, parce que tu galopes pour rien. Donc c'est horrible. Bon, tu te fais défoncer. À la Rockets 2021-22. Exactement. Et ça, parce que c'est un template, on est obligé de comparer tout ce qui se passe là. Tu vois, par exemple, quand on voit les Rockets, on dit vont-ils battre les Sixers 72-73 ? J'étais obligé de les mettre sur le podium, mais vu que je ne les ai pas vus, je suis obligé de laisser du monde devant. On va passer en 2. Ah ouais. Alors je sais pas qui t'a mis en 2 et du coup je sais pas qui t'a mis en 1. Ah bah là. Ah. Ouais, 13 process. On est d'accord. 2 Sixers sur le podium. Ouais. Les fans de Philly en PLS. Bah n'empêche. Non, c'est trop.
Rien que pour le slogan, Alex, Trust the process dans C'est l'histoire. la dernière année du process. Enfin, je veux dire, c'est la dernière année d'Inky. Oui, voilà. Inky dégage. Parce que le process n'est pas terminé apparemment. Au moment où on parle. Mais je veux dire, Inky dégage. Inky dégage en feu d'artifice. En apothéose, comme on dit. Dans son prime. Le bilan, Alex? 10-72. Hein. 72 défaites, pas 72 wins. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui ont fait 72 wins. Eux, ils ont fait 72 défaites. Pas mal. C'est 12,2% de victoire. 30e rating offensif. 26e rating défensif. Donc, on est sur du lourd. On est à plus de moins 10 en net rating. Donc on est bien. On coche les cases. Ensuite, on a eu genre... Inky qui s'est d'abord fait remplacer par Jerry Colangelo, puis par Brian Colangelo. Je crois que c'est la même saison. Donc là, c'est pas 3 coachs que t'as, c'est 3 general managers. Tout à fait. Ça, j'aime bien. Ça, je trouve ça marche bien, ça. Hein, la dernière de Inky avec son process et tout. Le fameux démarrage. Le démarrage affreux. Ils sont sur la plus grosse série de l'histoire. Hein. Pareil, c'est à égalité avec les Nets. Ils sont à 0-18. 0-18 également. Puisque tu te tapes la série d'une saison à l'autre. Pour ceux qui tapent les plus longues séries de défaites de l'histoire de NBA, tu as les Sixers de 2014-2015 qui terminent par 10 défaites. Et tu démarres 2015-2016 par 18 défaites. Donc tu es sur une série de 28. Ça te prend même l'été, en fait. Le c'est ça qui est somme bien. est total, puisque tu as drafté Joel Embiid en 2014, mais qu'il ne joue pas en 14-15 et il joue pas non plus en 15-16. C'est que c'est un bon gros somme, ça. Puis il n'y a pas d'embouteillage. C'est ça qui est bien au niveau du pivot. Mais non, il n'y a pas d'embouteillage, puisqu'il y a Jalil Okafor qui est parfaitement complémentaire de Nerlens Noel. Franchement, non. Et puis non, et puis attends, ça fait plaisir, je veux dire, tu peux compter sur des gars solides comme Isaiah Canaan ou Ishmi Salamen ou... Ishmi qui va être très bon cette saison-là. Ouais, bah Ishmi, il est bon, Ishmi, je suis vache avec lui. C'est un bon joueur. Ouais. Tu peux compter sur des ailiers qu'on laissé des belles traces, genre Hollis Thompson ou des gens comme ça. C'est les débuts de Jeremy Grant. Jérémy. Tout à fait, bien sûr. Hein. Mais je crois que d'ailleurs il y a eu un article, vous pouvez aller voir, il y a un article qui est tombé sur Trash Talk il y a quelques jours avec la Summer League des... Il y a Toscas aussi là-dedans. Ouais, il y a Toscas. Il y a les Sixers de la Summer League de 2015, tu sais que c'est une dinguerie. Hein. Il y a Jeremy Grant, Caruso, il y a des dingueries, c'est que des bêtes de joueurs. Ouais. Mais tout le monde est parti. Quoi. McConnell. Bah là il y a TJ McConnell, il y a Richon Holmes qui fait ses débuts. Ouais. Il y a... Parce qu'il faut bien faire transition entre le parquet et le management. Elton Brand qui est là, donc c'est ça que t'es content. Il y a quand même Robert Covington qui essaie de faire le travail. C'est les débuts de Rocco, qui va devenir quand même un fan favorite chez les fans. C'est les débuts, il est là, Rocco, dans l'aile. Moi, j'ai un souvenir très marquant de c'est évidemment déjà le surnom. Hein. Trust the process, c'est quand même un truc extraordinaire dans l'histoire de la NBA d'avoir eu un tel nom mythique lié à la défaite. C'est l'apogée du tanking. C'est Sam Hinkie qui pousse le truc jusqu'au bout. C'est aussi pour ça que je les ai aussi au-delà des stats, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Bien sûr. Qui en plus là, a posteriori, pour l'instant, n'a pas encore vraiment porté ses fruits. Bien sûr. Et alors, là où en effet, pour moi, quand j'ai été creusé dans les détails, je me suis dit, ils ne peuvent pas être à une autre place que numéro 2, parce que ça discutait avec l'autre équipe des Sixers. C'est évidemment hors terrain, si je dis pas de bêtises. Jalil Okafor arrive à peine en NBA, baston dans les rues de Boston. Oui, c'est vrai. Excellente intégration des rookies. Magnifique, impeccable. Toujours s'assurer que les vétérans soient là. Bien sûr. Jalil Okafor se bat, je crois, dans les rues de Boston avec des fans. C'était une horreur. Nous, on avait couvert ça sur Trash Talk, on se disait... Joel Embiid, Nerlens Noel, Jalil Okafor. Pas d'embouteillage. Logique. Pas d'embouteillage. Pas d'embouteillage, comme je dis. Tu es sur certains moments... J'ai un souvenir fort et je crois que Giovanni, je sais pas si tu regardes cette vidéo, qui est donc un chef avec Nicolas Michel de Trash Talk pour ceux qui ne le savent toujours pas. Je me souviens de cette image extraordinaire des Sixers de cette année qui se font battre de plus de 50 points par l'équipe Z des Spurs. C'est-à-dire que Popovich a reposé tout le monde et gagne de 51 points. Et en plein milieu. Les Derwan Blair et tout là, Pop. Tout le monde. Et à ce moment-là, je vois une image qui est restée gravée dans ma tête à tout jamais. On est en plein troisième quart-temps et il y a un zoom de la caméra sur des fans de Philly qui sont en train de lire le journal. Bah, oui. Ils sont en train de lire le journal dans les gradins. Ça ne regarde même pas les matchs. C'est absolument honteux, ils sont mauvais. Et alors, la cerise sur le gâteau, parce que heureusement on tourne cette vidéo aujourd'hui, Alex, c'est que tout ça, tu le fais pour récupérer qui ? Ben Simmons. Et ça, c'est la boucle qui est bouclée. Parce que du coup, tu récupères Ben Simmons et tu fais le taf comme il faut quelques années plus tard pour compléter le process. C'est vraiment la totale pour ces Sixers de 2015-2016. Je ne sais pas si on reverra, Alex, ce qu'on a vu, puisque même la loterie est modifiée par la NBA par la suite, tellement ils ont poussé le truc. Ouais.
Non, c'était vraiment horrible. Ça utilisait je sais pas combien de joueurs par saison. L'autre Inky, il était prêt à tout trader à tout moment. Dès qu'il y a un joueur un peu bon, bah, c'est parti, donne-moi des pics et tout. C'était l'horreur. Donc cette saison est vraiment l'apogée du Inky process qui, pour moi, c'est pas du basketball. Pire équipe de la NBA au tir et en balles perdues, si je dis pas de bêtises. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu démarres par 18 défaites et à un moment de la saison, j'ai été vérifié, tu as une victoire pour 30 défaites. Bon, voilà, tu étais dans... C'était l'horreur totale. C'était même un peu dérangeant à certains moments. Ouais, moi ça me... Voilà. Pas du basket. Moi je pense que ça contribue à la mauvaise image éventuelle d'une franchise. Donc si je ne dis pas de bêtises, vous connaissez la règle lorsque nous avons un numéro 1 similaire, Alex va l'écrire. Ah bah alors là on est d'accord et je peux te dire qu'on a pensé à eux et après il y a eu un classement. Mesdames et messieurs, même les saisons de le lockout ça compte. Ah oui. Parlons des Bobcats de 2011-2012. Nous sommes sur une saison à 7 victoires en 66 matchs. Ouais, 7,59, c'est 10,6%. C'est le moins bon pourcentage all-time. C'est évidemment le moins grand nombre de victoires, mais comme on est sur une saison avec que 66 matchs, ça peut pas être compté par rapport aux magnifiques 9 victoires des Sixers de 72-73. Le pourcentage est... Voilà, il y a encore Boris. Moi, j'ai 2 équipes avec Boris Dio dans mon podium, moi. Moi, j'ai 5 équipes avec Benoît Benjamin. Moi, j'ai Byron Scott en coach et en joueur. 30e rating défensif, 30e rating offensif. Voilà, ça c'est fait. Les Bobcats. Moins 15,2, le fameux, de net rating. Et combien de points on met par match? Je sais pas, j'ai pas la stat. 87. Oh la vache. C'est une horreur. Tu mets 87. Paul Silas en coach. Non, c'est vrai. Il n'y a pas un joueur, évidemment, à 20 points de moyenne là-dedans. T'as 15 points le meilleur, hein, c'est genre Gerald Anderson. Ouais. T'as DJ Augustine, t'as Kemba Walker rookie. Ouais, avec Bismack. Avec Bismack, exactement. Et puis t'as des légendes. Byron Mullens. Ça, c'est de la légende. Jamario Moon. Ouais, Jamario Moon, on est vache, t'es un vrai basketteur, je trouve. Ouais, mais Jamario Moon. C'était surtout un mec qui aurait dû faire du son en hauteur. Tout à fait. Mais au basket, voilà. C'est goût et discipline, donc il a joué avec les Bobcats. Ouais. Ces Bobcats sont extraordinaires parce qu'en effet, même si on est sur une saison de lockout, je complète juste avec tes stats pour ceux qui sont en train de trembler en écoutant cette vidéo, en la regardant. Tu le disais, 30e attaque, 30e défense. On est sur une équipe qui est, sur toute la saison, à 42% au tir. Je répète, 42% au tir dans la NBA moderne, 29% à 3 points et 75% au lancer. Donc, quel que soit le type de shoot, dans un sport où tu dois mettre le ballon dans le panier, c'est la pire. C'est la pire possible, c'est la pire. Tu es censé pouvoir compter sur Corey Maggette, qui doit être ton patron. Il se blesse, tu peux pas trop compter sur lui. C'est Gerald Anderson, en effet, qui prend la suite. Tu parlais de Byron Mullens, tout à fait. On finit comment avec ces Bobcats? C'est-à-dire 23 défaites de suite pour terminer la saison. J'avais pas compris la question. Oui, la série de fin de saison, c'est incroyable. Ils sont absolument intouchables parce que tu as 23 défaites de suite pour boucler l'exercice. Et d'ailleurs, Alex, quand tu fais un tanking comme ça, tu vas aller chercher un gros joueur à la draft. Normalement, oui. Qui c'est le numéro 2 de draft de 2012, Alex, pour notre audience? J'ai le droit de le dire ou pas? Je crois que c'est Michael Kidd-Gilchrist, non? Ou c'est moi? Les mecs prennent pas un basketteur à la draft en numéro 2. Sans déconner. Pour moi, rien que pour ça, quand on a commencé le truc, j'ai fait OK. Les Bobcats, intouchables. Et après les autres. Intouchables. Tu as tanké pour aller prendre Michael Kidd-Gilchrist. Pire pourcentage de la ligue. Non. Et tu prends Michael Kidd. Je veux dire, les Sixers, eux, au moins, ils prennent des Joel Embiid, des Ben Simmons, je veux dire, des joueurs de basket. Non. On est d'accord. Non, ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Ça, c'est non-respect des règles. Là. Donc, lorsqu'on regarde. Il y a non-respect du basket. Tout à fait. Lorsqu'on regarde toutes les cases, lorsque vous avez une des plus grandes séries de défaites de l'histoire, 23, que vous êtes une des pires attaques de l'NBA, 87 points de moyenne dans les années 2010, que vous avez autant de joueurs qui sont mauvais, et tu sais quoi? Petit détail quand même qui s'ajoute, Alex. Vas-y, je t'écoute. Hein. Je me permets, c'est peut-être subjectif. Vas-y, je t'écoute. Visuellement, les pires maillots de l'histoire de cette ligue. C'est vrai que une horreur. Donc, non seulement c'est dégueulasse sur le parquet, mais attends, va taper, je sais pas si t'as déjà vu les Bobcats de 2011-2012. Damian Lillard, c'est bien ça. Il y avait Bradley Beal et Damian Lillard de disponibles. Il y avait Harrison Barnes, il y avait que des basketteurs devant Michael Kidd-Gilchrist. Oui, il y avait Harrison Barnes. Ah non, mais... Merde. Les maillots? Mais vas-y, je sais pas, prends... tu sais quoi? Prends Austin Rivers, il n'y a pas de problème, c'est mieux. Ah ouais, non, mais c'était... Allez voir les maillots de ces Bobcats-là. Donc c'était absolument dégueulasse du soir au matin, tous les jours, H24. Pauvre Boris.
On va voir son témoignage parce que c'était vraiment une horreur totale. Ils sont numéro 1 all-time, Alex. C'est la pire équipe de tous les temps. Ouais. Félicitations à Charlotte. Bravo. Magnifique. Il était temps que les Hornets reviennent. Hein. Exactement. Voilà pour ce petit top 10 all-time. On va montrer le gros tableau. J'espère que ça vous a plu. Léonce, le gros tableau avec donc, à l'unanimité totale, les Bobcats de 2011-2012 qui sont l'équipe la plus claquée de tous les temps. Merci d'avoir drafté Michael Kidd-Gilchrist dans la foulée. Dites-nous, vous, quelle que soit votre équipe, les grandes saisons que vous avez vécues, parce qu'on a donné beaucoup de saisons historiques, mais il y a aussi des moments où vous vous êtes dit, putain là j'en peux plus du tout. Ouais, dites-nous vous les équipes qui vous ont vraiment marqué dans le sens pire équipe quoi, parce que il y a aussi un côté genre quand tu as vu jouer, il y a des équipes qui te laissent des sales souvenirs en tête. Oh putain. Et du coup, tu peux pas t'empêcher d'en parler après derrière. Exactement. Je vais devoir finir évidemment avec les classiques. Premièrement, surveillez bien les Rockets de 2021-22, ils sont dans la course. Et les Pélicans. Qui sont sur une bonne base eux aussi, tout à fait. Parce qu'avec les joueurs qu'ils ont. Mais il y a du talent. Tu sais que dans 10 ans, on va faire. Ils avaient Brandon Ingram, ils avaient Zion Williamson, ils avaient Nicky Alexander Walker, ils avaient machin, ils avaient truc. Ils ont gagné 12 matchs. Moi, je veux bien voir ce que ça donne pour Stephen Silas et ses Rockets. Donc, à surveiller évidemment Houston cette saison. PLS et grosse bise aux fans de Houston. Bonne bise à tout le monde et très bonne semaine. On se retrouve, si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine avec un nouveau Top 10 All Time. Balancez vos suggestions. Et bon lundi à tous. Et très bon lundi à tous. Ciao. Prochaine. Ciao.